Chers joueurs d'échecs, soyez les bienvenus. Nous allons commencer cette session par un bref résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans la section ouverture, nous aborderons un sujet qui vous est familier et qui peut-être vous a déjà joué des mauvais tours. Le mat du saut, qui est la façon la plus rapide de perdre une partie d'échecs. La section tactique sera consacrée à une arme mortelle, l'échec et l'attaque à la découverte. Et enfin, dans le chapitre stratégie, nous expliquerons comment nous lancer à l'attaque une fois l'initiative prise. Dans la section finale, nous étudierons la manière de promouvoir un pion placé en 6e ou 7e rangée auquel s'oppose le roi adverse. De plus, comme dans chaque session, notre grand maître international, Miguel Guescas, nous montrera une partie dans laquelle il est parvenu à transformer l'initiative en une brillante attaque par la 3e rangée. Comme vous le voyez, un programme intéressant pour apprendre et pratiquer. Allons-y. Si les blancs débutaient la partie par un mauvais coup comme pion F3, et s'ils continuaient avec un autre pion bien pire, soit pion G4, les noirs profiteraient rapidement de l'occasion en sortant leur dame et en faisant le mat du saut, le mat le plus rapide qui existe aux échecs. Ce mat se nomme ainsi parce qu'il faut être vraiment sot pour l'autoriser. Cela semble être une blague, mais ce n'en est pas une. Observez comment les deux coups des blancs ont affaibli de façon déterminante leur propre roi. Si la diagonale E1-H4 n'était pas dégagée, les pions pourraient au moins couvrir l'échec. Mais il est certain que les blancs ont très mal joué en affaiblissant la diagonale E1-H4, les cases proches du roi et la case critique H4. Que veut-on dire par affaiblir? Eh bien, que nous ne contrôlons pas ces cases, ni avec nos pièces, ni avec nos pions. C'est sûr que le joueur blanc aimerait que les pions qu'il a déplacés puissent faire marche arrière. Mais comme c'est impossible, le roi est complètement sans défense. Connaître ce mat va nous être utile à la fois pour éviter de se faire piéger et pour tirer profit des opportunités qu'il nous présente. Voyons un exemple. Observez cette partie. Les blancs commencent avec le pion roi et les noirs jouent G6, une défense moderne pour sortir ensuite le fou par le flanc. Les blancs continuent à dominer le centre et ils s'aperçoivent que lors du second coup, leur adversaire exécute un coup qui affaiblit terriblement leur roi. Pion F5. Les blancs prennent et les noirs, qui ne font pas attention à ce qui est sur le point de se passer, commettent une erreur grave en récupérant le pion. Et maintenant, que se passe-t-il? Effectivement, les blancs ont l'opportunité de faire le mat du saut. Il s'est produit au 4e coup, mais il s'agit exactement du même mat que nous avons vu juste avant. Par conséquent, souvenez-vous, une fois un pion déplacé, impossible de faire marche arrière. Nous devons donc éviter de déplacer les pions qui protègent le roi. Nous allons faire quelques exercices qui nous permettront d'examiner des exemples d'ouverture beaucoup plus sérieux où le mat du saut est une véritable menace. Comme je vous le disais, le connaître nous aidera à l'éviter ou à l'utiliser contre notre adversaire. Regardez bien l'échiquier. Les blancs commencent avec une ouverture irrégulière, l'ouverture Bird. Elle est très risquée et seulement recommandée si vous êtes un expert. Elle possède une composante très agressive car les noirs échangent leurs pions jusqu'à parvenir à cette position. Comme nous le voyons, les blancs ont un pion de plus. La question est, après le 4e coup des blancs, cavalier C3, que feriez-vous avec les noirs? Voyez-vous une possibilité de tirer profit des faiblesses qui sont apparues autour du roi blanc? Vous pouvez prendre de 1 à 5 minutes de réflexion. Voyons maintenant la solution. Très bien. Le premier coup consiste à faire échec avec la dame noire. Mais ce n'est pas suffisant. Que feriez-vous si l'adversaire déplaçait son pion en G3?
Nous devons avoir tout calculé et tout vérifié. Très bien. Nous pouvons prendre en G3. Il existe deux façons de le faire. Soit prendre le pion avec le fou, ou, beaucoup plus élégant, le prendre avec la dame. Et après la capture, qui comme vous le voyez est un coup forcé, arrive l'échec et mat. Un mat parfait pour lequel il nous a été très utile de connaître le mat du sot. Félicitations à ceux d'entre vous qui ont réussi à résoudre l'énigme. Passons à un second exercice. Observez les mouvements initiaux de cette partie. La partie commence avec la défense Owen. À un moment donné, les Noirs avancent leur pion en F5 et font un effort pour entrer en G2 avec le fou en B7. Ils ont toujours l'intention de capturer la tour. Pourtant, cet effort a affaibli la diagonale H5-E8 sur le roi noir. Ainsi, une fois de plus, nous utilisons le concept du mat du sot pour faire cet échec presque mortel. Les Noirs ne peuvent défendre que d'une seule façon, en avançant leur pion en G6, et les Blancs le prennent en menaçant de faire un mat du sot. Observez que si les Noirs décident de capturer la tour, les Blancs prennent le pion adverse et terminent la partie avec le mat du sot. Aucune pièce ne peut aider le roi noir. Mais attention, il semble que les Noirs avaient calculé le coup et au lieu de prendre la tour, ils décident de sauter avec le cavalier et d'attaquer la dame blanche. Revenons à la position du sixième coup. Ici, vous voyez comment les Noirs essaient de se sauver avec le saut du cavalier. Et maintenant, je vous demande, comment poursuivriez-vous? Voyez-vous un autre bon coup pour les Blancs? Ou considérez-vous que la tour est condamnée? Peut-être que les Blancs ont vraiment mal joué et que maintenant ils sont en grand danger. Réfléchissez bien. Bien, si vous avez pensé que les Blancs ont mal joué, je suis désolé de vous dire que non. Ils ont au contraire vraiment bien joué et maintenant ils peuvent donner le coup de grâce de deux façons différentes. Voyons qui parmi vous mérite une mention bien et qui mérite une mention très bien. Mention bien pour ceux qui ont choisi pion G7. C'est un bon coup. Le cavalier doit capturer la dame. Et maintenant, nous la récupérons avec des intérêts. Nous avons gagné une tour et en plus, notre dame est en très bonne position. Mais nous allons donner une mention très bien à ceux qui ont choisi le second coup. Pion en H7, en éliminant le dernier défenseur de la diagonale et en offrant le sacrifice net de la dame. Maintenant, le fou, de manière élégante, fait le mat du sot dans une version différente. Félicitations à ceux qui ont choisi une de ces deux options. Comme nous pouvons le voir, connaître le mat du sot nous permet d'appliquer le même concept dans des situations beaucoup plus complexes. Continuons maintenant avec un dernier exercice d'ouverture. Regardez bien l'échiquier. Les Blancs commencent avec un gambit du roi. Une ouverture qui, comme vous le voyez, est très risquée parce qu'elle affaiblit la diagonale E1-H4. Dans cette position, ce n'est pas encore grave, car si la dame essaie de faire échec, les Blancs pourraient se défendre avec le pion et la dame devrait retourner à la case de départ. Par conséquent, les Noirs ne font que défendre leur pion. Les Blancs considèrent que c'est le bon moment pour échanger. Mais maintenant, la question est, quel coup feriez-vous avec les Noirs? Prenez quelques minutes pour choisir un coup.
Et nous allons voir si les blancs ont bien fait de prendre le pion en E5. Vous êtes prêts? Eh bien, nous allons analyser les différentes possibilités. Peut-être que vous avez choisi le coup le plus évident, prendre le pion en E5. Ce n'est pas mal, nous récupérons la pièce, mais en fait, ce n'est pas la meilleure option. Si vous avez pensé à un coup créatif, comme par exemple cavalier C6, je peux vous dire que c'est intéressant, mais il n'exploite pas au maximum les possibilités de cette position. Quel est donc le meilleur coup? Exact, dame H4 échec. Nous appliquons ce que nous avons appris avec le mat du sceau pour nous rendre compte de petits détails. Si les blancs parent l'échec, il y a maintenant une grande différence parce que nous disposons d'un second échec avec dame en E4. Et grâce à cela, nous pourrons capturer impunément la tour adverse. Observez que si après l'échec, les blancs déplacent le roi au lieu de le couvrir avec le pion, il sera dans une position désastreuse. Les noirs peuvent continuer en mettant en échec et en gagnant des pièces. Peut-être pensez-vous que la dame est trop exposée et que les blancs peuvent gagner des temps contre elle. Eh bien, il est vrai que la dame est en difficulté, mais le roi l'est encore plus. Regardez, après fou C5 échec, un mat pourrait suivre par exemple. Donc attention. La position du roi est au-dessus d'autres considérations. N'oublions pas que l'échec et mat est définitif. Et comme vous l'avez vu, nous devons nous défendre d'un mat depuis l'ouverture, ou nous pouvons être victimes d'un mat aussi précoce que le mat du sceau. Nous allons maintenant étudier une des armes tactiques les plus puissantes des échecs. L'échec à la découverte. Pour l'effectuer, on a besoin de deux pièces. Une qui attaque et l'autre qui découvre. Regardez la position de l'échiquier. Ici, les blancs ont la possibilité de faire un échec à la découverte. Quelle pièce fait échec? Le fou. Observez comment il est en train de faire une attaque rayon X contre le roi adverse. On l'appelle rayon X parce que le fou est en train d'exercer une pression indirecte sur le roi. Il y a un obstacle sur le chemin. Mais si la tour se déplace, elle découvre l'échec qui était caché jusqu'à maintenant. Et attention à un des aspects les plus importants. La tour peut maintenant se déplacer où elle le souhaite parce que, quoi qu'il fasse, au prochain coup, les noirs devront parer l'échec. Dans ce cas, la tour se positionne face à la dame adverse. Ainsi, après le coup forcé du roi noir, elle pourra la prendre en totale impunité. Avec cet exemple, vous avez pu vérifier l'énorme puissance de l'échec à la découverte. Il nous offre la possibilité de faire ce que nous souhaitons avec la pièce qu'il découvre, comme attaquer une autre pièce ou continuer à traquer le roi. Regardez cette partie qu'a joué en 2001 le grand maître Vladimir Kramnik, qui était alors champion du monde. Comme vous pouvez le voir, les noirs sont en train d'attaquer le fou en B2. Mais Kramnik, qui joue avec les blancs, ignore complètement cette attaque et tire profit de la puissance de l'échec à la découverte pour réaliser une combinaison fabuleuse. Il sacrifie le cavalier en F7. Qui va mettre en échec qui? Observez, le fou en C4 vise le roi adverse. Il est vrai que sur le chemin, il y a deux pièces, mais elles sont blanches. Par conséquent, Kramnik les déplacera quand il le considérera opportun. Et il le fera avec des effets dévastateurs. Voyons maintenant ce qu'il se passerait si les noirs ne prenaient pas en considération la puissance de l'échec à la découverte. Imaginez qu'ils décident de prendre le fou blanc sans défense en B2. En premier lieu, suite à la capture, les blancs récupéreraient le fou en prenant leur tour en F5. En plus,
Avec ce coup de la tour, des menaces terribles se profileraient. Dès que le cavalier se déplacerait, le roi serait en échec. Pour illustrer comment la partie pourrait avoir évolué, imaginons que les Noirs prennent la tour qui s'offre à eux en A1. Ils auraient une tour de plus, mais leur joie serait éphémère parce que le cavalier sauterait à la case qui l'intéresse le plus, découvrant l'échec. Si le roi noir s'enfuit, la dame entrerait avec son baiser de la mort. Voyons de nouveau cet échec à la découverte. Le cavalier joue et met en échec. De plus, le cavalier et la dame agissent ensemble sur une nouvelle case. La partie ne s'est pas déroulée ainsi, parce que l'adversaire de Kramnik n'a pas été aussi intrépide pour ignorer l'échec à la découverte. Qu'a-t-il fait? Voyons cela. Il choisit de prendre le cavalier. Au moins, de cette manière, une des pièces s'interposant sur le chemin du fou est noire. Mais l'échec à la découverte est si puissant que Kramnik, le sachant, réalise un coup spectaculaire. Dame en F5. La tour pourrait prendre. Mais qu'arriverait-il si la tour prenait la dame? Un échec et mat immédiat. Regardez. C'est un échec avec 2 pièces. Un échec double, et le roi ne peut aller vers aucune case sûre. Revenons donc au coup 20. La tour ne peut pas prendre la dame. La position est totalement désespérée pour les Noirs. L'adversaire de Kramnik essaie de jouer G6. Mais il perd bêtement une pièce, fou en E5, et il abandonne. Il a parfaitement vu que suite à l'échange de dames, il devait déplacer la tour pour récupérer le fou, et qu'à nouveau, l'échec à la découverte allait lui faire perdre la tour. Observons une fois de plus la double menace. Comme vous le voyez, un seul coup permet d'attaquer 2 cases. Il est impossible de défendre les 2 à la fois, et donc l'adversaire perd sa pièce. Voyons comment fonctionne cette arme si mortelle. Nous allons en voir un autre exemple. Très simple, mais tout aussi dévastateur. Il s'agit d'une partie de 1794 dans laquelle le meilleur joueur de l'époque, le français Philidor, a commis une très grave erreur. Roqué dans cette position, voici l'erreur. En effet, dans ce cas, le joueur blanc avance son modeste pion en D6, faisant échec à la découverte avec le fou. Tant la dame que le fou noir attaquent le pion, mais ils ne peuvent pas le prendre. En se déplaçant, le pion a dégagé le chemin entre le fou et le roi, et maintenant, les Noirs déplacent leur roi pour éviter l'échec. Au coup suivant, le pion prend le cavalier adverse. Peut-être que vous vous demandez comment le meilleur joueur de l'époque a pu commettre une erreur aussi monumentale. À sa décharge, il faut dire que dans cette partie, Philidor jouait en aveugle, dos à l'échiquier. C'est quelque chose de très difficile. Nous allons expliquer plus tard comment on peut jouer sans voir, mais pour le moment, continuons à regarder attentivement l'échiquier. Nous allons voir un autre exemple d'échec à la découverte. Dans ce cas, il s'agit d'une partie du championnat de l'URSS de 1976. Les Blancs ne cherchent pas à gagner des pièces, mais le mat. Ils voient qu'ils pourraient faire un échec à la découverte en plaçant le cavalier en F5. Ainsi, quand le roi se déplacera, il pourrait lui donner le baiser de la mort. Le cavalier défend la dame et elle met en échec. Mais que se passe-t-il? Peut-être que vous l'avez remarqué, que la dame pourrait couvrir l'échec. Son cavalier la défendrait et par conséquent, la dame noire serait capable de sauver son roi. Quelle idée ont alors les Blancs? Eh bien, une combinaison vraiment brillante. Regardez. Cavalier C8 échec. Maintenant, quand les Noirs couvrent, ils sont échec et mat.
Vous direz, mais non. Eh bien oui, les blancs échangent leur dame en C5. Ensuite, le cavalier noir prend la dame. Et alors la tour fait mat en D8. Pourquoi? Parce que le cavalier en C8 entrave l'action défensive de la tour noire en B8 sur la 8e rangée. Notez qu'avec le cavalier en F5, cela n'aurait pas pu être possible. Après l'échange de dames, la tour noire défendrait parfaitement son roi. Voici la grande puissance de l'échec à la découverte. Nous pouvons aller où nous le souhaitons avec le cavalier. Dans la partie réelle, les blancs concluent d'une façon encore plus élégante, puisque les noirs ont couvert avec le cavalier et les blancs ont sacrifié leur dame. Le résultat est le même. Échec et mat. Comme je vous le disais, une combinaison brillante qui a été possible grâce à cette arme mortelle. Nous allons maintenant étudier un type de découverte différente. La pièce qui met en échec est celle qui découvre. Observez cette partie de 1987, jouée par deux bons joueurs, le Bulgare Andonov et l'Arménien Léputian. Ici, les noirs mettent en échec avec le cavalier. Comme vous le voyez, ce saut découvre l'action meurtrière de la dame sur son adversaire. Cette manœuvre se nomme « attaque à la découverte avec échec ». Le cavalier met en échec et découvre l'attaque contre la dame adverse. Les blancs doivent maintenant parer à l'échec au roi et l'attaque contre la dame. Le seul coup possible pour éviter ces deux actions est dame en D3. Et maintenant, nous pouvons apprécier en toute clarté la fulminante offensive que lance la dame noire en coordination avec la tour en C8. Ensemble, elles font un joli échec et mat, où le roi blanc voit comment ses propres pièces l'empêchent de fuir. Une version originale du mat du couloir. Pour finir, nous allons voir un cas dans lequel il n'y a pas échec, mais une attaque à la découverte spectaculaire. Regardez attentivement, peu importe que le fou noir ou le cavalier blanc soit attaqué, parce que les blancs sont sur le point de réaliser un mouvement impressionnant. Je vous encourage à essayer de le découvrir. C'est comme je vous le dis, un seul mouvement des blancs laisse les noirs sans aucune option. Il s'agit d'un coup très créatif et difficile qui utilise l'attaque à la découverte. Vous avez remarqué que dans la diagonale A1-H8, un affrontement important est en train de se produire. Une guerre non déclarée entre les deux dames. L'unique obstacle est la tour blanche. Mais elle pourrait se déplacer. L'idéal serait que la tour puisse se déplacer vers une autre case en mettant en échec. Mais cette possibilité n'existe pas. La question est, où pourrait aller la tour pour que l'attaque soit mortelle? Eh bien, regardez ce à quoi ont pensé les blancs. Tour D8, un coup réellement spectaculaire. Les variantes sont nombreuses, mais simples. D'un côté, l'attaque contre la dame se profile. Les noirs devront se défendre de cette attaque. Mais en plus, la tour se fait attaquer avec menace de mat. Les noirs devront aussi l'éviter. Il n'y a pas de coup. Si les noirs prennent la dame, la tour fait échec et mat. Observez que le cavalier se trouve dans une situation stratégique clé, empêchant la fuite du roi. S'il capture le cavalier, ils sont mat. Maintenant, c'est la dame qui ne permet pas la sortie du roi. Et si la dame noire prend la tour, la dame blanche attaque sans retenue et lui donne le baiser de la mort. Enfin, si les noirs éliminent un des deux dangers avec la tour,
ils perdent simplement la dame. Les noirs abandonnent élégamment devant un coup si inspiré. Donc, à partir de maintenant, rappelez-vous, l'échec et l'attaque à la découverte sont des armes terribles. Ne permettez jamais que votre adversaire les utilise contre vous. Nous allons vérifier si vous avez bien assimilé les possibilités de cette arme tactique. Je vous recommande de revoir soigneusement les exemples que nous venons de voir. Vous devez examiner attentivement chaque mouvement jusqu'à les comprendre en détail. Et maintenant, poursuivons avec le premier exercice. Regardez la position de l'échiquier. Les blancs jouent et gagnent. Ils gagnent la partie, ils gagnent une pièce. Ça, nous ne le savons pas. Il faut le découvrir. Vous pouvez prendre 1 à 10 minutes. Temps. Vous avez la réponse? Bien, nous allons voir si vous avez trouvé. Je pense que vous avez pensé que le cavalier saute et qu'il fait le plus de dégâts possible. C'est correct. Peut-être que vous avez choisi cavalier H6 échec. Dans ce cas, il y aurait échec double. Mais attention, parce que le roi se retirerait et nous n'aurions rien réussi. L'option correcte est différente. Nous devons considérer que les blancs ont des pièces en moins. Donc, ce qui les intéresse, c'est de prendre une autre pièce importante. Il est possible qu'ils aient pensé à jouer le cavalier en D8, en pensant que l'échec à la découverte obligerait le roi à battre en retraite. Mais attention, la dame noire pourrait prendre le fou et esquiver facilement le problème. Quel est donc le coup clé? Le voici, cavalier E5 échec. Il attaque la dame et défend le fou. Quoi qu'il fasse, les noirs vont perdre leur dame. Félicitations à ceux qui avaient choisi ce coup. Maintenant, vous commencez à maîtriser toutes les facettes de l'échec à la découverte. On continue avec un second exercice. Cet exercice va nous permettre de voir une belle attaque double. Comme c'est un peu plus difficile, je vais vous donner un indice. Les noirs jouent et gagnent la partie. Voyons maintenant la solution. Comme toujours, vous devez observer les pièces et l'échiquier à la recherche d'un élément qui attire l'attention. Regardez par exemple la position du roi blanc. Ce n'est pas une position très sûre, n'est-ce pas? Le fou noir lui bloque les sorties, donc tout échec serait synonyme de mat. Qu'est-ce qui se détache de plus de cette analyse? L'affrontement entre les dames, qui est pour le moment dissimulé par le cavalier. Tout ceci nous indique ce dont nous avons besoin pour effectuer le bon coup. Cavalier B4. Surprenant. Il attaque la dame blanche et quand celle-ci fait tout son possible pour se défendre, le cavalier fait échec et mate en A2. Observez que si les blancs prennent le cavalier pour éviter le mat, ils perdraient la dame. Par conséquent, ils finiraient par perdre la partie. Il est très difficile, presque impossible, de lutter contre un adversaire redoutable sans la dame. Bien, félicitations à ceux qui ont pu résoudre le problème. Voici un dernier exercice. Observez bien l'échiquier. Vous jouez avec les blancs. La question est facile et la réponse difficile. Que feriez-vous si les noirs attaquaient votre cavalier en G5 après s'être déplacé en H6? Temps. Ça y est, vous avez trouvé un bon coup? Bien, nous allons l'analyser. Il se peut que pour échapper à la menace, vous ayez décidé de fuir avec le cavalier en H3. Ce n'est pas une mauvaise option, mais vous ratez une grande opportunité. Observez qu'à nouveau, il est question de découverte. Une situation de tension entre les fous dont nous pouvons tirer profit. Comment? Avec le meilleur coup possible.
Cavalier en F7, un coup brillant. Il attaque à la fois la dame et la tour adverse. Le cavalier, par conséquent, doit être capturé. Et maintenant, les blancs réalisent l'attaque à la découverte avec cavalier E5 échec. Quand le roi se déplace pour échapper à l'échec, nous prenons le fou en B7 et regardez. Nous avons gagné un pion, nous avons fait en sorte que le roi adverse ne puisse pas roquer, ses barrières défensives sont détruites, et en plus, nous pouvons continuer à gagner des pièces de façon déterminante. Dans ce cas, il y aurait une autre possibilité de gagner des pièces. Mais comme je vous le disais, ceci est la meilleure option. C'est ici que nous terminons l'étude de l'échec à la découverte. J'espère que vous avez pris bonne note, parce que comme vous avez pu le vérifier, il s'avérait être une arme mortelle. Précédemment, nous avons déjà eu l'opportunité de voir comment se prend l'initiative dès le début de la partie. Maintenant, allons un peu plus loin. Car une fois la phase d'ouverture terminée, nous devons commencer à transformer l'initiative en attaque. Pensez que l'initiative est un avantage en temps, alors que, grâce à l'attaque, nous pouvons arriver à la supériorité en pièces, un type d'avantage beaucoup plus permanent et décisif. Commençons à l'étudier avec un premier exemple. Nous allons nous concentrer sur une partie jouée par le grand joueur Paul Morphy. Fidèle à son style de jeu, Morphy, avec les blancs, prend l'initiative dès les premiers coups. Ici, nous voyons comment le cavalier attaque déjà le pion roi. Et les noirs optent pour une défense douteuse, dame F6. Morphy, sans douter, se prépare à sanctionner le mauvais coup de son adversaire. Et à partir de maintenant, nous allons voir comment il se consacre à assaillir la dame noire. Chaque coup de Morphy est un effort intense pour garder l'initiative et diriger la partie. Premier coup. En tirant profit du mauvais coup de son adversaire, le cavalier saute en C3. Son intention est de se déplacer vers la case D5, où il a plusieurs attaques simultanées en vue. Avec beaucoup de discernement, les noirs l'évitent, mais les blancs continuent à lutter pour l'initiative avec le coup D4. Maintenant, les noirs ont de sérieux problèmes et décident d'échanger. Mais Morphy ne cherche pas à récupérer le matériel. Il cherche seulement à attaquer constamment la position de la dame pour gagner du temps et progresser chaque fois plus dans le développement. Comment fait-il? Avec E5. Contre dame G6. Fou D3. Nouvelle attaque contre la dame adverse. Observez que maintenant, Morphy dispose déjà de 5 pièces actives, alors que les noirs ont seulement le fou opérationnel et rien de plus, parce que le pion D4 est totalement perdu. Dans la partie, les noirs sont très matérialistes. Ils capturent le pion et ainsi permettent à Morphy de continuer à développer des pièces et assaillir la dame. La partie sert de leçon pour comprendre pourquoi il est si important de ne pas sortir la dame pendant l'ouverture. L'attaque continue. Ici, nous voyons comment la dame noire trouve enfin une case pour se reposer. Mais maintenant, Morphy en profite pour prendre le pion et à la fois continuer à attaquer. Au 12e coup, nous pouvons déjà voir l'énorme avantage que Morphy accumule par rapport à son adversaire. 3 pièces actives, les fous opérationnels et un pion avancé. Grâce à cette écrasante supériorité, le génie nord-américain conclut rapidement la partie avec une attaque de mat. Garry Kasparov est sans aucun doute un mythe dans l'histoire récente des échecs. Son palmarès est impressionnant et ses affrontements célèbres se comptent par douzaines. Il fut numéro 1 du classement mondial de 1986 à 2005, année où il annonça sa retraite.
En 1996, il vainquit le premier grand ordinateur Deep Blue, une machine capable de calculer 200 millions de positions par seconde. Il conserva le titre de champion du monde pendant 15 ans, après l'avoir arraché en 1984 à celui qui sera son éternel adversaire, Anatoly Karpov. Mais le plus curieux, c'est que Kasparov se comporte sur l'échiquier de la même manière qu'il le fait dans la vie réelle. Il est imaginatif, passionnel, créatif, audacieux. Pour lui, la vie ressemble beaucoup à une partie d'échecs, où les décisions se prennent après un calcul précis et minutieux des variables. L'ampleur du problème ne change pas le mécanisme qui conduit à la solution. Est-ce que ça vous tente de voir comment Kasparov met en pratique ses propres maximes? La partie que nous allons analyser fut disputée contre un grand maître, Vladimir Antochine, quand Kasparov avait seulement 17 ans. Bien, je vous préviens qu'à partir de ce moment, la partie est de très haut niveau. Donc, nous allons l'étudier petit à petit, pour comprendre l'idée globale de ce que représente l'attaque. Voyons cela. Kasparov, qui joue avec les Blancs, a obtenu une certaine initiative. Son cavalier a dépassé le milieu de l'échiquier. La dame noire se voit obligée d'adopter une attitude passive en défendant la case G7 de l'attaque du cavalier. Et en plus, les Blancs ont 2 pièces placées au centre. La case D5 est une case que les Noirs défendent bien pour le moment, mais sur laquelle, sans aucun doute, il y a de la pression. Ainsi, Kasparov est en train d'exercer une pression de façon subtile. Il a l'initiative, même si ce n'est pas un avantage décisif. Mais maintenant, nous allons voir comment le champion dirige cette initiative et la transforme en attaque. Le premier mouvement est Dame B3, qui exerce une pression encore plus forte sur la case D5. Kasparov est conscient qu'amener leur pion en C6 pour défendre cette case ne convient pas aux Noirs. Pourquoi? Parce que cela affaiblirait leur position. Regardez, le cavalier pourrait se rapprocher pour faire pression sur les 3 pions en ligne. Et si le pion s'avançait, il devrait faire face à un échec fort gênant qui empêcherait le roi de roquer. Face à cette situation, Antochine choisit de ne pas défendre le pion et décide de faire un grand roc. De cette manière, il invite Kasparov à renoncer à son initiative pour le gain d'un pion. Regardez comme le pion est défendu seulement par 2 pièces face aux 3 qui sont en train de l'attaquer. Comme nous le savons, le champion azerbaïdjanais est un joueur d'attaque. Donc, tranquillement, il renonce à son petit gain de pièces pour rechercher quelque chose de plus. Il roque parce qu'il a vu la possibilité d'attaquer le roi noir par la colonne ouverte. La pression sur la case D5 continue encore, donc Antochine décide de la défendre avec la tour. Il y a maintenant 3 défenseurs, mais en plus, il essaie de faire en sorte que le cavalier cherche des positions plus actives via C6. Kasparov occupe la colonne ouverte qui l'aidera à attaquer le roi, et quand Antochine commence une combinaison, il est beaucoup mieux préparé pour transformer l'initiative en attaque. Regardez l'importance de tirer profit des colonnes ou des diagonales ouvertes lors d'une attaque sur le roi. Dans ce cas, le roc et le mouvement de la tour vers la colonne C lui ont servi pour préparer l'attaque au corps à corps, que nous verrons ensuite. Au début, ils se battent au centre de l'échiquier et maintenant Kasparov cherche le mat. Regardez la batterie de pièces blanches prête pour aller mater. Antochine essaie de dévier la dame par un sacrifice. Les Noirs prennent le fou et Kasparov récupère la pièce. Bien, il semble que l'initiative soit arrivée au point mort. Les 2 camps sont à égalité matérielle. Il manque seulement un coup aux Noirs pour réorganiser la défense en revenant avec leur fou ou en expulsant le cavalier adverse. Mais il s'agit de la position que Kasparov avait prévue du haut de ses 17 ans pour lancer l'offensive définitive. Tour prend pion. Il transforme l'initiative en une attaque terrible.
La dame menace de mat en un coup. Le roi noir est obligé de prendre la tour. Et maintenant, les pièces blanches vont être inflexibles dans leur poursuite du roi, qui, comme nous le voyons, se trouve dans une position ouverte. Cet échec présente une alternative forte pour les noirs, car s'ils essaient de fuir, ils seront mat en un coup. Regardez comme les pièces blanches ferment les sorties du roi. Antochine décide d'éliminer ce danger avec le sacrifice de sa dame, mais en la perdant, il est rapidement sanctionné. À chaque instant, Kasparov garde l'initiative, maintenant déjà transformée en attaque. Avec quelques coups précis, il impose le gain définitif de pièces. Dans cette position, Antochine, joueur expérimenté, choisit d'abandonner car s'il prenait le cavalier, les blancs feraient échec avec leur dame avec attaque triple. Et une des tours tomberait dans l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, nous pouvons dire qu'Antochine a bien fait d'abandonner face au très jeune Kasparov. Avant de passer aux exercices, nous allons voir un dernier exemple de transformation de l'initiative en attaque. Pour cela, nous allons continuer à compter sur la collaboration du grand Kasparov dans une partie simultanée. Dans cette position, Kasparov, qui joue avec les blancs, a déjà réussi une initiative importante. Regardez comme il a 3 pièces développées face à une seule du côté de l'adversaire. Et à partir de maintenant, il va transformer cette initiative en attaque. Avec le premier coup, il dévie le fou de la défense de la case centrale, la case E5. Maintenant, il prend le pion E5 et commence à mettre en place la batterie de pièces visant le roc des noirs. L'adversaire de Kasparov évite la découverte du cavalier. Rappelez-vous que si la dame reste en place, le cavalier pourra effectuer une attaque à la découverte. Et maintenant, nous allons voir comment il continue rapidement à intégrer des effectifs en continuant à attaquer une pièce et en gagnant du temps. Que cherche-t-il à faire? Garder l'initiative. Les noirs perdent un coup de développement précieux en défendant le fou, et Kasparov amène une autre pièce à l'attaque. C'est le même procédé. La tour menace la dame, et en plus, elle se prépare à participer au festival d'attaque. La dame noire se voit obligée de battre en retraite une fois de plus, et Kasparov continue à attaquer. La dame noire doit retourner à sa case d'origine. Et maintenant oui, la dame blanche entre en jeu. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une partie simultanée. Kasparov dispose de très peu de temps pour réfléchir. Mais comme vous le voyez, la quantité de pièces qui se rapprochent du roi adverse commence à être préoccupante. L'adversaire de Kasparov ne trouve pas le moyen de terminer son développement. Cependant, les blancs traquent chaque fois un peu plus le roi par leurs coups. La case F7 est attaquée et le retard de développement des noirs ne fait que s'accentuer. Avec ce coup, ils scellent définitivement leur défaite car la progression en F5 a affaibli la position du roi noir. Maintenant, Kasparov pourrait gagner de plusieurs manières. Mais que fait-il? Regardez bien la technique de ce grand champion, parce qu'il est certain que vous pourrez l'appliquer dans vos parties. Il a 5 pièces parfaitement placées. C'est sûr qu'il a un coup gagnant. Mais que fait Kasparov? Il amène une 6e pièce. Sa stratégie est claire. Gagner par pure supériorité numérique de l'attaque sur la défense. 6 pièces qui luttent contre 2 pièces adverses. Regardez comment la tour, le cavalier et le fou noir sont à la traîne. Ils sont de simples spectateurs de ce qui va se passer. Les noirs s'animent avec un timide développement, mais maintenant le coup de Kasparov est définitif. Il ouvre des lignes contre le roi adverse et gagne un pion. Si les noirs décident de récupérer leur pion, ils se retrouveront face à une attaque double, contre le roi et la dame. Ils se contentent donc d'un pion de moins. Mais le problème n'est pas le pion, mais la puissante attaque que Kasparov a su élaborer. En ouvrant des lignes, toutes les pièces blanches participent à l'attaque, qui se conclut par un joli mat de la dame. Quelle est la meilleure leçon que nous pouvons tirer de cette partie?
que la victoire s'obtient quand on réussit à accumuler plus d'effectifs d'attaque que de défense. C'est une assumption très importante et on y parvient avec une bonne mobilité. En conclusion, rappelez-vous, l'échec et mat est l'objectif suprême. Il est au-dessus de tous les autres. Rechercher cet objectif nous aidera à transformer l'initiative en attaque. C'est le moment de pratiquer un peu et de vérifier si nous sommes prêts ou non pour transformer l'initiative en attaque. Commençons avec le premier problème. Regardez attentivement la position. Les blancs ont un pion de moins, mais ils ont réussi à développer beaucoup plus de pièces. De plus, observez que le roi blanc a roqué et qu'il a une position très solide. Et les noirs? Un coup utile et 2 coups semi-utiles. Mais maintenant, les noirs roquent. Il semble qu'ils soient sur le point de récupérer le terrain perdu en développant le cavalier en A6 par exemple. Les blancs avaient l'initiative, mais l'initiative est un avantage éphémère. Par conséquent, que peuvent faire les blancs pour la transformer en attaque sur le roi? N'essayez pas de calculer toutes les variantes. Essayez d'utiliser votre intuition. Prenez entre 3 et 15 minutes pour résoudre le problème. Mais si vous préférez, faites-le de deux manières. Choisissez un coup de manière intuitive et ensuite calculez. Vérifiez ce qui fonctionne le mieux. Voyons maintenant la solution. Il y aurait plusieurs options intéressantes, comme amener la tour sur les colonnes centrales ou intégrer le cavalier dans l'attaque. Mais il existe un meilleur coup. Lequel est-ce? Éliminer le meilleur défenseur du roi adverse. Bien sûr, les noirs captureraient la tour et quand ils le feraient, la dame entrerait avec toute sa puissance. Dans ce cas, en plus, elle le ferait avec l'appui du fou en menaçant de faire échec en H7. Les noirs essaient de bloquer la diagonale du fou, mais comme les blancs sont bien placés, ils peuvent amener le cavalier en renouvelant la menace de mat. Les noirs, risquant le tout pour le tout, essaient d'ouvrir une issue pour le roi, mais ils se retrouvent victimes de leur faible développement. Mention passable pour ceux qui ont trouvé le coup tour prend cavalier. Mention bien si vous l'aviez complété mentalement avec dame H6. Et mention très bien si en plus vous aviez entrevu le mat. Mais bien sûr, l'essentiel c'est d'essayer de le faire. Donc voici un second exercice. Un nouveau défi pour vous surpasser. Observez dans cette partie comme l'initiative est importante. Voyons pourquoi. L'avantage positionnel des blancs saute aux yeux. Pourtant, si c'est au tour des noirs de jouer, ce seront eux qui auront l'avantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont une légère supériorité matérielle. 2 tours et 2 pions face à la dame blanche. Voici une partie de Kasparov qui calcula avec précision tous les coups. Il savait parfaitement que maintenant c'était à lui de jouer et qu'il avait un coup décisif. Pouvez-vous le trouver? Comment allez-vous transformer cet avantage positionnel en une attaque beaucoup plus décisive? Rappelez-vous que chercher le mat peut nous aider à trouver la meilleure option. Les blancs jouent et ils gagnent, mais nous ne savons pas comment et en combien de coups. Je vous laisse entre 3 et 15 minutes pour la trouver. Temps. Bien, alors nous allons voir. Le coup gagnant est cavalier en G7. Il s'agit d'un sacrifice qui détruit la barrière défensive du roi adverse, élément fondamental dans l'attaque sur le roi. Maintenant, observez que si le cavalier était capturé, les blancs pourraient suivre avec fou H6, en menaçant de faire mat en un seul coup. Mais attention, observez que le fou adverse ne pourrait pas prendre notre fou en H6 car il est cloué par la dame. Par conséquent, il ne resterait pas d'autres options noires que de chercher la contre-attaque. Mais les blancs couvriraient l'échec et les noirs n'auraient aucun moyen d'éviter l'échec et mat.
On peut se demander si, après le premier coup des Blancs, les Noirs avaient une quelconque défense. Nous allons le vérifier. Nous ne l'avons pas dit avant, mais déjà dans cette position, les Blancs menacent avec un échec à la découverte. De plus, ils gagnent la tour en E8. Donc, une possibilité pourrait être de désorienter l'attaque avec fou C8. Mais nous constatons que les Blancs s'interposeraient sur le chemin avec un échec à la découverte. Après que le roi aurait battu en retraite, les Blancs profiteraient de la position active de leur pièce pour menacer avec un nouveau mat, mais cette fois-ci inévitable, derrière Dame F5. Une autre option serait qu'ils essaient de s'échapper en F5. Mais de nouveau, l'attaque est phénoménale, échec à la découverte. Et les Blancs continueraient de présenter des menaces terribles contre la case H7. Décidément, les Noirs n'ont pas une bonne défense. Félicitations une fois de plus à ceux qui ont trouvé le coup cavalier en G7. Continuons avec le dernier exercice que nous allons aborder sur ce thème. De façon totalement intuitive, choisissez quel coup vous feriez pour transformer l'initiative des Blancs en une attaque. La position est très complexe, mais dans cet exercice, nous voulons travailler l'intuition. Temps. Bien, vous avez choisi un coup? Nous allons donc évaluer les options. N'importe quel coup du cavalier en F5 serait une mauvaise option. Remarquez que la dame prendrait une pièce aussi importante que le fou, et en plus, elle viendrait à la défense de son roi. Un échange, comme par exemple fou prend cavalier, serait médiocre. Rappelez-vous que pour attaquer, nous devons éviter les échanges. Il faut être vraiment fort. Déplacer la dame serait une option un peu meilleure, mais les Noirs peuvent se défendre facilement. Quel serait donc le coup clé? Rappelez-vous ce que nous avons dit avant. Que faut-il faire pour ne pas réfléchir? Exact, amener plus d'effectifs dans l'attaque. Comment? Avec cavalier E4. Observez que les Noirs ne peuvent pas le prendre, sinon ils perdraient leur dame qui est sans défense. Et le cavalier entre en jeu comme Kasparov aime le faire, en jetant de l'huile sur le feu et en plus avec un gain de temps. Il menace de détruire le roc des Noirs et cela les oblige à déplacer le fou. Et maintenant, le coup cavalier G5 permet d'accumuler encore plus de pièces dans l'attaque sur le roi. Félicitations à tous ceux qui ont choisi le coup initial cavalier E4. Félicitations, car effectivement, c'est une partie de Kasparov et il s'agit donc d'échecs de haut niveau. Bienvenue. Cette fois-ci, nous allons voir comment transformer l'initiative d'ouverture en attaque. Pour cela, je vais vous montrer un extrait d'une de mes anciennes parties que j'ai disputée quand j'avais seulement 17 ans. À cette époque, je pratiquais un jeu très offensif, comme vous allez le voir maintenant. Observez la position. Les Blancs ont fait le grand roc et ils ont toutes leurs pièces au centre de l'échiquier. Pendant ce temps, les Noirs n'ont pas encore réussi à mettre leur roi en sécurité et j'ai donc réalisé qu'il fallait débuter l'attaque sur l'aile roi. J'ai joué H4. Avec ce coup, non seulement je gagne de l'espace dans l'aile roi, mais en plus je prépare une manœuvre que nous allons voir aujourd'hui, le passage par la troisième rangée. Regardez, mon adversaire joue fou E7, et moi, tour H3. Ce coup va permettre à la tour blanche d'exercer une activité très tôt devant la chaîne des pions. Mon adversaire, remarquant que l'attaque se rapproche par l'aile roi, a décidé, tout logiquement, d'agir au centre. Après les échanges, il a cherché une amélioration par simplification avec cavalier en C5. Et comme toujours ici, il faut jouer au centre cavalier en E4. L'échange libère légèrement les Noirs, mais ces derniers ont toujours un grave problème qui est la position de leur roi. Regardez, tour en G3. C'est ici que surgissent enfin des menaces concrètes. Toutes mes pièces sont bien positionnées au centre et j'ai enfin réussi,
à établir l'attaque en changeant l'initiative par une attaque directe au roi. Dans ce cas, j'attaque G7, que mon adversaire ne peut pas défendre par des moyens naturels comme un roc, parce qu'il subirait une énorme attaque après l'entrée des cavaliers blancs. C'est pour cela que mon adversaire a préféré jouer roi en F8 en essayant de contrôler l'attaque des blancs. Ici, il est très important de toujours se rappeler que la pièce la plus forte en attaque, c'est la dame. Pour lancer la dame à l'attaque, j'ai joué cavalier en D4. On peut voir immédiatement que l'entrée de la dame présente des menaces décisives. Après la dame en G4, G6, la tour en F3. On va alors pouvoir voir comment les Blancs ont réussi à utiliser la troisième rangée pour que les tours attaquent directement le roi noir. La position est déjà désespérée et à peine quelques coups plus tard, après G5 et dame en G6, l'adversaire choisit d'abandonner. Le mat est imparable, l'attaque sur F7 pouvait seulement se défendre avec la dame en E8 et un beau mat du cavalier aurait suivi en E6 et c'est ainsi qu'après le 21e coup, mon adversaire abandonna. Bien, cet exemple vous servira d'inspiration à l'heure de concevoir une attaque sur le roi, lente mais sûre. Et rappelez-vous, le secret consiste à parler avec vos pièces, elles espèrent toujours un avenir meilleur. Que se passe-t-il si nous arrivons en finale avec seulement un pion? Avons-nous encore la possibilité de gagner? Oui, en effet, le pion peut être promu. Auparavant, nous avons vu comment nous pouvions le faire avec un pion éloigné que le roi adverse ne peut rattraper. Maintenant, nous allons nous concentrer sur des cas dans lesquels le roi adverse bloque ou tente de bloquer la progression du pion. Commençons par analyser une des positions les plus importantes. Nous voyons que le pion est placé sur la 7e rangée. Il est sur le point d'entrer sur la case de promotion et de se transformer en une puissante dame capable d'en finir avec le roi adverse. Bon, eh bien, il y a deux dénouements possibles. Cela dépendra de celui qui doit jouer. Si c'est au blanc de jouer, il gagne très facilement. Il est certain que le pion ne peut pas se promouvoir immédiatement, sinon le roi noir le capturerait. Mais le roi blanc peut le soutenir en se plaçant préalablement près de lui. Ici, le pion peut accéder à la 8e rangée, protégé par son roi. À partir de cet instant, nous entrons en terrain connu, comme celui de faire échec avec une dame. Mais que se passerait-il si dans cette même position, c'est au tour des noirs de jouer? Voyons cela. Il y a une seule manière d'éviter la promotion du pion blanc. Laquelle? Occuper la case vers laquelle se dirige le pion. Maintenant, les blancs doivent éviter la perte du pion. Et une fois de plus, il existe seulement un coup qui le rende possible. Remarquez que si le roi s'éloigne du pion, il le perd. Il ne peut pas aller sur la case contiguë parce qu'il évite le roi noir. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul coup, se placer derrière le pion. Et que se passe-t-il? Les rois maintenant ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont aucun coup, ni bon ni mauvais. Ils sont pattes. Et quand un roi est patte, le résultat de la partie est la nullité. Nous allons donc voir ce qu'il peut se passer quand le pion se trouve sur la 6e rangée. Pour pouvoir bien réaliser cette fin de partie, il convient de connaître par cœur les deux situations que nous avons vues avant avec le pion en 7e rangée. Pourquoi? Parce que nous devons savoir exactement ce qui va se passer quand nous avancerons le pion en 7e rangée. Regardez. Pour gagner, l'objectif des blancs est que le roi contrôle la case clé, la case de promotion. Si le roi blanc arrive à contrôler cette case, ils gagneront la partie. Nous allons voir comment sera la lutte et nous commencerons avec la technique défensive. Que doivent faire les noirs? Ils doivent toujours contrôler la case qui est en face du pion et la case de promotion. Si les noirs peuvent se déplacer sur ces cases, ils seront à l'abri. Ne l'oubliez pas. Par conséquent, pour contrer tout mouvement des blancs, le coup des noirs consistera à se déplacer sur ces cases. Si les blancs attendent, nous nous déplaçons en haut et en bas sur les cases sûres.
Quel est le danger? Que les blancs nous prennent une case sûre. Alors, nous ne pourrions pas nous déplacer en E7 en raison de la proximité du roi adverse. Que faire dans ce cas? Étant donné que ce moment est très important pour la défense, n'oubliez jamais cette règle. Quand nous ne pouvons pas nous déplacer sur une case sûre, nous devons affronter le roi adverse. Dans ce cas, le roi adverse se trouve en D6, donc le coup est roi D8, bloquant le passage au roi adverse. Ceci est connu comme le principe d'opposition. Voici les 2 clés pour nous défendre d'un pion en 6e rangée. Premièrement, le roi face au pion, se déplaçant sur les cases sûres. Et si l'adverse nous en empêche, le roi face au roi en lui bloquant le passage. Ici, les blancs peuvent reculer, retournant vers une case sûre, ou avancer le pion. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ce cas? Eh bien, la situation du pion en 7e rangée que nous connaissons déjà. Rappel, après l'échec, le roi part vers une case sûre. Maintenant, les blancs, pour maintenir la défense de leur pion, se placent derrière lui et la situation du pat survient, partie nulle. Je vous recommande de revoir encore et encore ces coups. Il est probable que vous vous retrouviez dans cette situation et il faudra bien la maîtriser. La différence est importante, de la partie nulle à la défaite. Voyons brièvement ce qui se serait passé si, quand les noirs ont bloqué le passage, les blancs avaient fait un détour pour essayer d'attaquer de l'autre côté. Quel aurait été le coup approprié? Effectivement, bloquer le roi adverse et une fois de plus, il y aurait partie nulle. Bien, mais que se passerait-il si les noirs ne prenaient pas les mesures défensives nécessaires? Les blancs profiteraient de l'occasion pour gagner la partie. Nous allons donc voir cette fin de partie à partir du point de vue des blancs. Si les noirs, par exemple, ne bloquent pas le passage au roi et s'éloignent, les blancs entrent avec le roi en contrôlant la case de promotion. De cette manière, le pion pourrait avancer sans problème jusqu'à son objectif. L'autre erreur des noirs pourrait être d'abandonner volontairement les cases sûres en s'éloignant d'elles. Une fois de plus, ils perdent le contrôle du pion et les blancs en profitent pour avancer leur roi, appuyant la promotion. Il y a une autre erreur possible, que les noirs s'éloignent des cases salvatrices de la 8e rangée. Alors, les blancs sanctionnent l'erreur en gagnant le contrôle de la case de promotion. Quand les noirs veulent reprendre le contrôle, c'est déjà trop tard, parce que dans cette position clé, c'est au tour des noirs de se déplacer. Cette situation est appelée zugzwang, c'est-à-dire que les noirs peuvent seulement jouer un mauvais coup. Mais ils doivent le faire. Les blancs contrôlent la case de promotion et gagnent. Un dernier exemple d'erreur, jouer roi D8 au lieu de se placer sur la case sûre en E8. Les blancs prennent alors l'opposition, obligeant les noirs à s'éloigner. Les blancs avancent et maintenant, une fois de plus, il y a zugzwang et les blancs parviennent à la promotion. Cette fin de partie peut sembler compliquée la première fois, mais il suffit de la pratiquer un peu et de se rappeler de la technique défensive. Règle numéro 1. Le roi sur les cases sûres. Il est formellement interdit de se rendre sur des cases dangereuses si vous ne voulez pas perdre la partie. Règle numéro 2. Quand le roi adverse s'éloigne, appliquez le principe d'opposition roi face au roi. Pour terminer, je dois vous dire que le pion tour est le pire de tous pour essayer de gagner. Pourquoi? Parce qu'avec lui, le risque de patte est bien plus grand. Observez. Quand le pion arrive à la 7e rangée, c'est au tour des noirs de jouer. En suivant le modèle précédent, ils devront abandonner la case de promotion. Mais que se passe-t-il? L'échiquier s'achève, puisqu'il n'y a pas de colonne I pour pouvoir fuir, et donc le roi est patte. Ainsi, le pion ne pourra jamais être promu, et le roi noir peut rester sans problème sur les cases sûres. Bonne nouvelle pour les noirs qui font partie nulle, et mauvaise nouvelle pour les blancs qui ne réussissent pas à gagner la partie. Le moment de se retrousser les manches est arrivé et d'essayer de résoudre quelques fins de partie. Commençons avec le premier exercice. Les blancs jouent et peuvent gagner. Comment conduiriez-vous l'attaque? Dans 5 minutes maximum, vous devrez avoir la réponse. Allons-y. Le coup vainqueur est roi F6, en gagnant l'opposition. Le roi noir essaie de contrôler la promotion, mais la progression l'oblige à battre en retraite et les blancs réussissent à promouvoir. Facile, non?
Bien, nous allons maintenant pratiquer la défense. Les blancs jouent. Laquelle de ces trois possibilités vous paraît la plus appropriée? Si vous vous rappelez des règles de base, vous pourrez trouver en quelques secondes. C'est bon? Très bien. Le roi doit rester sur les cases sûres, donc le coup qui sauve la partie est Roi F1. Si notre adversaire se montre en G3, c'est cela, nous nous opposons. Et s'il montre sa tête en E3, parfait, nous nous opposons aussi. Et s'il décide d'avancer le pion, il devra nous faire patte, mais nous campons sur nos positions. Je suis certain que vous l'aviez maîtrisé. Donc, nous allons nous risquer à faire un dernier exercice un peu plus difficile. Observez bien cette position parce que je vais vous poser une question. Pouvez-vous calculer les conséquences d'une finale de pion après l'échange tour contre cavalier? Les blancs peuvent prendre le cavalier ou faire un autre coup. Dans une finale de tour et pion contre cavalier, les blancs sont très avantagés et devraient gagner. Alors, quelle est la meilleure option? Assurez-vous bien que votre option est victorieuse parce que sinon, vous ne gagnerez pas la partie. Vous avez entre 2 et 20 minutes pour y réfléchir. Voyons si vous avez bien calculé. Si l'échange tour par cavalier a lieu, les noirs prennent. Et maintenant, nous observons que la technique pour gagner, avec le roi dominant les cases de promotion, n'est pas utile avec ce pion cavalier, parce que les noirs sont pattes. Ils n'ont pas de colonne pour fuir, et par conséquent, c'est partie nulle. Pensez que si nous avançons avec le pion, nous les faisons pattes également. Qu'aurions-nous pu faire? Eh bien, n'importe quel coup, sauf perdre le pion. Par exemple, tour A1, en préparant le mat du couloir pour le prochain coup. Les noirs sacrifieraient le cavalier et nous entrerions dans une finale que nous connaissons déjà. Roi et tour contre roi. Les noirs seraient mat en quelques coups. Que ce dernier exemple nous serve de leçon. Si nous ne calculons pas bien les coups, nous pouvons gâcher une partie que nous tenions entre nos mains. Il vaut toujours la peine de réfléchir, d'étudier et de réviser les parties. Peu à peu, les victoires viendront.